Merci, Dr. Boulay. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir d'être associé à cette belle journée du congrès de la PAX et je remercie le comité d'organisation de m'avoir associé à ce congrès. Je suis Dr Amin Bahloul, je suis professeur agrégé en cardiologie dans le service de cardiologie de SFAX. Donc ça m'a été demandé de parler, donc, comme ça a été introduit, d'un sujet très intéressant qui est l'hypertension pulmonaire. Donc, pour nous, les cardiologues, je pense que c'est une pathologie, comme on a dit, c'est une pathologie multidisciplinaire qui implique en fait à la fois les cardios, les poumons, mais aussi les internistes. Et donc, c'est une pathologie qui est vraiment de prise en charge, parfois donc très difficile, que ce soit sur le plan diagnostic, mais aussi sur le plan thérapeutique. Donc là, ça m'a été demandé de faire un cas clinique, donc c'est cette hypertension pulmonaire. Et là, donc voilà, c'est un cas, donc je pense classique qu'on pourrait voir de tous les jours. C'est une patiente de 39 ans, Madame Aïcha, elle est hypertendue de découverte récente, bien qu'elle n'est pas très âgée. Elle est sous valsartan, c'est NARA2. Elle se plaint de dyspnée d'effort aggravée depuis quelques semaines. Donc elle a un périmètre de marche à 50 mètres, un YH à 3. Donc elle n'a pas de douleur thoracique et elle n'a pas de palpitation. Donc on examine donc la patiente, elle est obèse, elle a un poids à 95 kg pour une unité à 1,67 m et MC à 34 kg par mètre carré. Pression artérielle donc pas totalement équilibrée, 15/7, avec une fréquence cardiaque à 100 et saturation 85% air ambiant. Donc à l'auscultation pulmonaire, elle a des râles crépitants aux deux bases pulmonaires et elle a surtout un tableau droit. Elle a des odèmes bilatéraux, membre inférieur, intergestion des veines jugulaires et un reflux hépato-jugulaire. Et donc, ma question, quels sont les examens qu'on devrait demander pour rapidement prendre en charge cette patiente sur le plan diagnostic et thérapeutique? Échocardiaque. D'accord, polysomnographie. Gaz du sang. Radiothorax, effectivement. Donc là, plein d'examens voilà, qu'on pourrait demander. Et en fait, là, je me suis... voilà, il y a plein de questions pour demander ces examens, comme vous savez. Donc d'abord, la première question qu'on se pose, est-ce que c'est une dyspnée d'origine cardiaque ou pulmonaire? Donc ça pourrait être une dyspnée d'origine pulmonaire chez cette patiente qui est obèse, qui a probablement un SAS, donc bien qu'elle est jeune, voilà. Donc ça pourrait être toujours une étiologie à évoquer. Est-ce que c'est un tableau d'insuffisance cardiaque, bien que c'est une femme donc jeune, qui n'a pas trop vraiment de facteurs de risque cardiovasculaire, qui n'a pas de comorbidité cardiovasculaire, mais c'est un diagnostic qui devrait aussi être évoqué. Est-ce que ce n'est pas un tableau d'hypertension pulmonaire, surtout avec ce tableau droit, avec cette désaturation? Donc, voilà, peut-être plusieurs diagnostics qui peuvent donc se poser dans la tête. Et donc, là, pour avancer, comme vous avez dit, il y a plein d'examens qu'on dispose et qu'on pourrait demander. Surtout, donc la question, je crois, la plus importante, comment faire la part des choses entre dyspnée d'origine pulmonaire, entre dyspnée d'origine cardiaque, et si c'est d'origine cardiaque, est-ce que c'est l'hypertension pulmonaire ou peut-être c'est l'insuffisance cardiaque? En fait, je me suis référé à cet algorithme de la Société européenne de cardiologie sur les prises en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui a été, ce sont des recommandations de l'année dernière, 2022. Donc, regardez, ils disent, lorsque pour un patient qui vient pour une dyspnée ou chez qui on suspecte une hypertension pulmonaire, là, la première chose, c'est qu'il faut faire un bon examen clinique, à la fois un bon interrogatoire, une bonne histoire médicale. Après, donc il y a des examens à demander de première intention, ECG, NT-proBNP, saturation en oxygène. Ça va nous faire déjà suspecter soit une origine cardiaque, soit une origine pulmonaire. Après, il y a des examens aussi qu'on devrait... Après, il y a des examens qu'on devrait aussi demander pour avancer dans le diagnostic, surtout lorsqu'on suspecte une origine pulmonaire, la radiothorax, le scanner thoracique, le FR, il y a aussi la scintigraphie pulmonaire. Sinon, donc, si on suspecte une dyspnée d'origine cardiaque, l'échographie cardiaque aussi, donc reste un examen utile et qu'on devrait demander. Donc voilà, donc rapidement, pour chaque examen, qu'est-ce qu'on va chercher? Donc en ce qui concerne examen physique, donc c'est essentiellement, ça nous permet par exemple de suspecter une hypertension pulmonaire de groupe 1 lorsqu'il s'agit d'un âge jeune, lorsqu'il s'agit d'une femme,
Donc là, je pense que c'est une éventualité toujours à suspecter, notamment donc, chez cette patiente de 39 ans de sexe féminin. Et, groupe 2, donc notamment, c'est souvent des sujets âgés, donc une pathologie cardiaque, mais donc donc c'est pas exclu que ce soit chez les jeunes. Groupe 3 aussi, donc la présentation clinique, notamment donc, chez cette patiente obèse qui a probablement un SAS, aussi, donc chez toute femme jeune, je pense toujours, ça pourrait toujours aussi être une hypertension artérielle, bon, post-embolique, donc notamment donc, dans ce terrain d'obésité. La radiothorax, elle est aussi obligatoire. Elle est aussi obligatoire, pourquoi? Parce que déjà, elle va nous donner une idée sur le parenchyme pulmonaire, mais aussi sur la silhouette cardiaque. Est-ce qu'on a une dilatation des cavités droites, ventricule droit, oreille droite, artère pulmonaire? Ça va nous pencher plutôt vers une étiologie du groupe 1 ou du groupe 4, peut-être. Sinon, lorsqu'on a plutôt une dilatation des cavités gauches, cardiomégalie, surcharge pulmonaire, ça va nous pencher plutôt vers une étiologie donc cardiaque. Tout ce qui est EFR, tout ce qui est DLCO, donc là, vous êtes mieux placé pour dire ça. Donc, c'est surtout pour voir, donc, distinguer donc, une dyspnée d'origine pulmonaire, donc, voilà, une pathologie pulmonaire, des autres groupes d'hypertension pulmonaire, si elle existe. Donc, ce sont des tests qui sont souvent anormaux dans le groupe 3. Par contre, ils sont souvent normaux dans les autres groupes d'hypertension pulmonaire. Même chose pour tout ce qui est scintigraphie et embolie pulmonaire, bien que l'intérêt principal de ces examens, c'est surtout pour chercher une hypertension pulmonaire post-embolique. La gaz du sang, elle est obligatoire, donc ça va nous donner le profil gazométrique du patient. Est-ce qu'il a une hypercapnie? Ça va être plutôt une étiologie respiratoire. Et moi, en tant que cardiologue, l'examen, je pense qu'il m'intéresse le plus, c'est l'échographie cardiaque, mais ça intéresse aussi le pneumologue parce que aussi, ça va nous confirmer cette hypertension pulmonaire. Lorsqu'on a une vélocité donc sur le valve tricuspide qui dépasse 3,8 mètres par seconde, 3,4 mètres par seconde, et ça permet aussi de nous suspecter cette hypertension lorsqu'on a des vélocités donc à partir de 0,8. Donc l'écho, elle est déjà obligatoire pour dire est-ce qu'il y a une hypertension pulmonaire ou pas. Donc je reviens donc, pour le cas de notre patiente. Donc là, ça c'est son OCG. Bon, rien de spécial, c'est une tachycardie sinusale. Il a une HVG. On n'a pas vraiment de signe droit. Et donc, c'est une patiente peut-être hypertendue, de longue date. Et donc, il y a déjà donc, des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche. La radiothorax, donc silhouette cardiaque pratiquement de volume normal, mais quand même, on a de la surcharge pulmonaire. On a de la surcharge pulmonaire. Donc, comme vous le voyez, il y a des opacités alvéolaires et interstitielles. Donc, la biologie, donc on a une hémoglobine à 13, CRP-A2, créate 110 avec une clairance à 62. On n'a pas de troponine donc négatif, il n'y a pas d'hypercapnie, donc gazométrie, c'est une alcalose respiratoire. On a un pro-BNP à 1400 et des dimères à 480. Donc je pense, voilà, pour l'écho, comme vous le voyez, on a quand même un très bon VG, une très bonne cinétique du ventricule gauche, un ventricule gauche qui se contracte très bien, une FEVG estimée à 55%, cardiopathie hypertensive parce qu'essentiellement on a une hypertrophie, donc plus ou moins modérée du ventricule gauche, une hypertrophie concentrique chez cette patiente hypertendue, ce qui est classique. Donc, on regarde donc les cavités droites. Donc regardez, quand même, on a des cavités droites qui sont trop dilatées même, qui sont trop dilatées. On a un VD sur VG qui dépasse 1, on a une HVD hypertrophie ventriculaire droite modérée, donc définie par une épaisseur pariétale de 5 mm au plus. On a quand même un début de dysfonction ventriculaire droite, donc on l'évalue par le TAPS, la vitesse d'excursion de la notre tricuspide, qui est diminuée, elle est à 12. Et on a surtout une Vmax au niveau de l'IT qui dépasse 4 mètres par seconde, ce qui va nous donner l'équivalent d'une pression pulmonaire à 80. Donc c'est une pression pulmonaire quand même énorme, comme PAPS, avec une veine cave inférieure qui est dilatée. Donc je pense, à ce stade, on pourrait déjà exclure tout ce qui est cause pulmonaire, tout ce qui est anomalie du parenchyme pulmonaire, maladie parenchymatose pulmonaire. Et donc, les deux questions qui nous restent, est-ce que c'est un tableau d'hypertension pulmonaire chez cette femme jeune, donc, qui a probablement un SAS, qui est obèse, ou bien plutôt un tableau d'insuffisance cardiaque gauche, malgré que, comme vous voyez, c'est un ventricule gauche qui se contracte bien. Mais là,
C'est pour ça que je dis c'est une insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Donc là, toujours la question, comment on va faire la part entre les deux. Là, c'est pas tout à fait facile parce que ce couple hypertension pulmonaire et insuffisance cardiaque gauche, notamment avec fraction d'éjection préservée, ça pose toujours un problème diagnostique. Pourquoi? D'abord parce que, comme vous le savez, l'insuffisance cardiaque, notamment avec FEVG conservé, elle est très fréquente dans la population générale et dans cette étude, ils disent que la prévalence dans la population générale, tout âge confondu, c'est 2,5%. Je pense que c'est un chiffre quand même énorme. 50% ont une fraction d'éjection conservée, ils n'ont pas de dysfonction systolique. Et 85% des patients qui font l'insuffisance cardiaque ont déjà une hypertension pulmonaire. Et donc, c'est une cause majeure, peut-être c'est la première cause dans la population générale. Donc, c'est quoi cette entité? En fait, c'est une entité dont on commence à parler depuis plusieurs temps, mais surtout ces dernières années. C'est tout simplement, ce sont des patients qui ont un bon ventricule gauche, une bonne fraction d'éjection, avec des anomalies, que ce soit structurelles ou fonctionnelles, du cœur. Structurelles, souvent, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche qui prédomine, et fonctionnelles sont les pressions du remplissage du ventricule gauche qui sont élevées, contrastant avec une ventricule gauche qui se contracte très bien. Il y a un terrain, bien entendu, donc il y a un terrain particulier qui favorise ça. Ce sont souvent des patients âgés, des sexes féminins, qui ont souvent un syndrome métabolique, souvent des patients diabétiques aussi, qui ont des hypertension artérielle. Et ce que je dis aussi, que les pathologies pulmonaires chroniques sont au centre de cette insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Pourquoi? Parce que, vous savez, toute pathologie pulmonaire chronique hypoxémiante, ça entraîne de l'hypoxie hypercapnique. Donc, c'est le cas du syndrome d'apnée de sommeil, qui sont par la suite la source de complications cardiovasculaires majeures, et ça va ne faire qu'augmenter la morbimortalité cardiovasculaire. Est-ce que ça, c'est expliqué sur le plan physiopathologique? Je pense que c'est oui, parce que le fait d'avoir déjà donc, des pressions élevées dans les cavités droites, notamment des pressions élevées dans l'oreille droite, où ça bouche donc, le sinus coronaire, comme vous le savez, ça va entraîner, ça va compromettre le retour veineux coronarien, parce qu'on a des pressions qui sont élevées dans l'oreille droite, et donc dans le sinus veineux-coronaire, et on va avoir donc un volume myocardique, intramyocardique, qui est augmenté, donc ça explique en partie donc, la baisse de la sensibilité du ventricule gauche. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi ce ventricule droit qui est dilaté, et donc ça va avec ce phénomène d'interdépendance ventriculaire, donc il n'y a que le septum qui sépare les deux, et donc c'est normal, le fait d'avoir un ventricule droit qui est dilaté, le fait d'avoir un septum déjà qui est pathologique, ça va altérer donc, la fonction diastolique du ventricule gauche. Et donc, toute pathologie pulmonaire chronique, je pense, ils sont au centre de cette insuffisance cardiaque à FEVG donc conservée. Donc, ça explique déjà, ça peut... et donc, c'est un cercle vicieux finalement. On a les deux. Tout ce qui est insuffisance cardiaque diastolique, ça altère donc, tout ce qui est cavité droite et tout, et vice-versa. Et le fait d'avoir une dysfonction du côté du corps droit, ça ne va ne faire qu'altérer donc, cette fonction diastolique du ventricule gauche. Donc la conséquence que cette pression pulmonaire, cette hypertension pulmonaire, elle est très fréquente, donc 83% dans cette étude, elle est très fréquente et même souvent elle est très élevée et fait aussi important, elle est corrélée au pronostic. Plus on a de l'HTAP, plus on a un risque de mourir à long terme. Comment faire la part des choses? La première chose, c'est de chercher, c'est clinique. Donc, toujours, il faut passer par la clinique, c'est de chercher ou bien essayer d'identifier des facteurs favorisants. Donc, j'ai parlé des pathologies pulmonaires chroniques, mais il n'y a pas que ça. Il y a essentiellement l'âge, le sexe féminin, l'obésité, l'HTA, la coronaropathie, le diabète sont des facteurs qui sont connus, facteurs favorisants de cette insuffisance cardiaque diastolique qu'il faut toujours chercher. Et il y a surtout, pour nous, l'échographie cardiaque qui va nous permettre de faire la part des choses. C'est vrai, on a une bonne cinétique globale et segmentaire du ventricule gauche, mais nous, en tant que cardiologues, il faut qu'on étudie bien les pressions dans le ventricule gauche, et on a des paramètres à étudier, notamment le profil mitral, le Doppler tissulaire à l'anneau, la taille de l'oreillette gauche, et chez cette patiente, on a un profil restrictif, donc une onde S qui est dominée et une oreillette qui sont dilatées, qui sont en faveur de cette dysfonction diastolique. Ma question, est-ce que
chez cette patiente, vous demandez quand même un cathétérisme droit. Nisrine, est-ce qu'on demande? Oui. En fait, si on regarde les recommandations, toujours ces nouvelles recours de 2022, donc ils disent que le cathétérisme droit, il n'est pas vraiment indiqué chez tout type d'hypertension pulmonaire. Si la cause elle est connue, donc on n'a pas, si la cause elle est connue, et s'il ne va pas avoir après un impact thérapeutique, on n'est pas vraiment amené à faire ce cathétérisme droit. Et donc l'indication spéciale, donc je pense que vous allez après avoir des topos sur ça, essentiellement l'hypertension artérielle pulmonaire proprement dite et l'hypertension pulmonaire du groupe RET post-embolique. Même chose pour les tests de vasoréactivité. Est-ce que c'est une hypertension pulmonaire réversible ou pas? Là, il n'y a plus lieu à demander ça, uniquement pour un certain groupe, pour un certain sous-groupe du groupe A. Sinon, pour les autres groupes, c'est pratiquement à abandonner donc ces tests donc, de réversibilité. Et donc, en gros, si on a une maladie, si on a une hypertension pulmonaire associée à une maladie de corps gauche, certaine, là, ce n'est pas la peine de demander. Il ne faut pas demander même. Kiff, donc, en ce qui concerne une hypertension pulmonaire associée à une maladie pulmonaire chronique, là aussi, il n'y a aucun intérêt à demander donc un cathé droit. Par contre, s'il n'y a pas vraiment d'évidence clinique ou graphique des maladies du corps gauche ou des maladies pulmonaires, là, oui. Là, c'est vraiment le tableau clinique n'est pas très clair. Donc là, il faut avoir plus d'éclaircissement par ce cathétérisme droit. Le but, c'est de confirmer déjà les diagnostics d'hypertension pulmonaire et de nous permettre de faire les tests de réversibilité. Donc, je reviens donc, voilà, à cette patiente. Donc, on a fait quand même l'EFR, il a conclu un trouble ventilatoire restrictif. La polysomnographie confirme le SAS. Et donc, l'étape suivante, c'est le traitement. Donc, le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Il faut d'abord traiter les comorbidités. Le SAS, l'hypertension artérielle, il faut l'équilibrer. Et puis, là, pour nous, les cardiologues, on a des nouveaux médicaments. On a les inhibiteurs, donc les ISGLT2, ce sont les seuls médicaments qui ont montré leurs bénéfices en termes de traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Maintenant, c'est obligatoire donc, pour tout patient qui présente donc, ce type de maladie. En plus, bien sûr, des mesures d'hygiène pour perdre du poids et donc ils sont aussi intéressants pour la prise en charge de ces patients. Donc, notre patiente, on a fait ça et elle a été contrôlée à 1 mois. Cliniquement, elle n'a plus de dyspnée, elle n'a plus d'œdème membre inférieur. L'écho, donc, les pressions de remplissage, ils sont abaissés. PAPS, donc on est passé de 80 à 45 et le NT-proBNP de 1600 à 120. Donc j'enchaîne avec un deuxième cas clinique rapide. Donc ça c'est notre contexte, notre pathologie, on va voir. Donc c'est un patient de 43 ans qui se plaint de dyspnée depuis plusieurs mois, aggravation de la dyspnée depuis plusieurs semaines, depuis quelques semaines. À l'examen, il n'a pas de sinusite cardiaque droite. Par contre, il a une tension à 2/7, il sature à 80%. Donc, c'est un patient qui est quand même de la désaturation, sans signe de droit, et qui a un éclat de B2 au foyer pulmonaire. Donc, le CG, c'est plutôt en faveur de problèmes droits. On a un bloc de branche droit. C'est ce patient avec de l'hypertrophie auriculaire droite. La radiothorax, même chose. Donc, on a des artères pulmonaires donc, qui sont un gros rill pulmonaire avec des artères pulmonaires qui sont dilatées. Un ventricule gauche. Pardon. Donc, il n'y a pas de cardiomégalie, mais on disait que c'est une silhouette presque en sabot du corps qui témoigne plutôt de la dilatation du ventricule droit. Après, au niveau biologie, donc, il a une polyglobulie, hémoglobine A18. C'est l'hypoxie, peut-être. Il a un TP spontanément bas, à 50%, une créatinine un peu élevée, avec une chlorance à 48, TSH normal et un T-proBNP qui est aussi assez élevé. Je pense que là, ce n'est pas le même tableau clinique. On fait l'écho. Donc, on a un VG qui est normal, il n'y a pas de dysfonction diastolique, un FEVG conservé. Et on a surtout une CIA, une communication interatriale, ostium secundum, qui est large de 24 mm, comme vous le voyez ici. Donc, on a une large communication entre oreille gauche et oreille droite. Comme vous voyez aussi, on a des cavités droites qui sont très dilatées. Donc, des cavités droites dilatées,
avec une PABS dans ce cas-là, donc à 90 mm de mercure, sur une unité très véloce à 3,8 mètres par seconde. Donc, chez ce patient qui a quand même une HTAP sévère, il a une CA. Que pensez-vous? Bon, je vais rester ici. Que pensez-vous au niveau, pour avancer dans le diagnostic? Et toujours ma question, est-ce qu'il faut compléter par un caté droit? Est-ce qu'il faut compléter par un bilan d'HTAP? Pourquoi caté droit? Pour ne pas? Exactement. À votre avis, est-ce que la CIA, la communication interauriculaire, peut donner ce type d'hypertension pulmonaire? Oui, oui, mais exceptionnellement, il y a un stade généralement très avancé, un âge très avancé. C'est pas comme, parce que généralement, on n'a pas un gros débit entre oreille gauche et oreille droite. Généralement, donc ça reste bien toléré pour une longue période, sauf pour certains CIA sur certains terrains. Donc, lorsqu'on a une HTAP majeure qui complique une CIA comme ça, je pense quand même il faut quand même faire un bilan exhaustif pour chercher une autre cause qui peut expliquer donc cette hypertension artérielle pulmonaire, parce que c'est pas vraiment habituel d'avoir ça. Mais on peut l'avoir de façon exceptionnelle. Donc, le FR, il était normal. La scintigraphie pulmonaire, ça nous a permis surtout d'éliminer une hypertension pulmonaire de groupe 4. L'angioscanner thoracique, en particulier, donc il n'y a pas de maladie véno-occlusive. L'écho abdominal, donc c'est surtout pour éliminer le groupe d'hypertension portopulmonaire, donc qui font partie du groupe 1. On a fait quand même les sérologies, tout ce qui est sérologie virale, hépatite, etc. Les facteurs aussi rhumatoïdes, bon, bien que ce n'est pas le terrain, donc sclérodermie, donc, qui sont révélés négatifs. Et donc là, juste, voilà, en termes de recommandations, donc c'est ce qu'ils disent. Donc il faut faire tous ces examens chaque fois qu'on suspecte une hypertension artérielle pulmonaire, en particulier tout ce qui est examen immunologique, HIV, etc., bilan thyroïdien, écho abdominal aussi, pour toujours éliminer ce type de maladie lorsqu'on n'a pas une HTAP, une hypertension pulmonaire qui pourrait être expliquée par une pathologie, donc soit cardiaque ou pulmonaire. Pour la cathétérisme de Roy, est-ce que c'est le cas? Là, je pense qu'il est obligatoire. Il est obligatoire parce qu'on a quand même une HTAP qui est majeure, qui complique une CIA. On n'a pas bien que le bilan éthologique il est négatif, mais ça va nous dire surtout, on va voir après, est-ce qu'il faut fermer ou respecter ces CIA? Donc là, on a fait le caté droit. Pourquoi le caté droit? Parce que ça permet de poser, déjà, confirmer le diagnostic d'hypertension pulmonaire. Et là, juste un petit point, je pense que voilà, ça a été révisé dans les dernières recommandations. Là, on ne parle plus de 25 mm de mercure pour poser le diagnostic, et le seuil il a été abaissé à 20 mm de mercure. Donc, de pression pulmonaire moyenne à 20, là, elle pose le diagnostic d'hypertension pulmonaire. Après, donc, ce caté droit, ça nous permet de caractériser est-ce qu'il s'agit d'une hypertension artérielle pulmonaire pré- ou post-capillaire, surtout en mesurant les résistances pulmonaires et la pression pulmonaire d'occlusion. Après, s'il s'agit d'une hypertension post-capillaire, ça va nous dire est-ce que c'est post-capillaire pur si on a des résistances faibles ou bien combiné si on a des résistances qui sont élevées. Donc, on a fait le caté droit, donc ça nous confirme voilà, cette hypertension pulmonaire qui est majeure, avec une pression pulmonaire moyenne à 66, une PAPO à 12, donc ça confirme l'origine précapillaire, des résistances qui sont élevées, et donc c'est une HTAP précapillaire, présystémique, avec des résistances élevées. Donc, comment traiter? Là, kiff au niveau recommandations, donc qu'est-ce qu'ils disent? Donc là, c'est un syndrome des Amenger, donc qui complique certainement cette CIA. Donc, il faut donner un traitement donc, à base de bosantan, donc traitement donc, en monothérapie. Il faut bien sûr faire une supplémentation en fer chez ces patients donc, qui sont souvent déficitaires. Donc, supplémentation en fer, anticoagulation qui n'était pas donnée, c'est un patient qui a un TP bas. Il faut traiter traitement spécifique de cette HTAP par le bosantan et surtout ne pas former la CIA. Donc, cette CIA, elle va constituer plutôt une soupape de ce ventricule droit. Il ne faut pas la fermer parce que sinon, ça va encore dysfonctionner dans tout ce qui est cavité droite. Donc, pour conclure, donc, je dirais que l'hypertension pulmonaire, c'est fréquent. Et même, c'est 1% de la population générale. Et ça, c'est quand même un chiffre qui est important. Sur 100, on a un qui a de l'hypertension pulmonaire. Donc, deux mécanismes physiopathologiques essentiels, l'hypertension pulmonaire post-capillaire et précapillaire,
qui entraîne souvent un tableau d'insuffisance cardiaque droite. 5 groupes, chacun a ses particularités. Et regardez, les groupes les plus fréquents sont l'hypertension pulmonaire d'origine cardiaque, l'hypertension pulmonaire d'origine pulmonaire. Et donc, il faut s'acharner toujours à chercher donc, ces causes cardiaques et pulmonaires. Après, le traitement, dans ces cas-là, ça dépend essentiellement de la cause. C'est une cause cardiaque ou pulmonaire, il faut la traiter. Donc, sinon, il faut bien sûr mettre le traitement spécifique, que ce soit par les inhibiteurs de la phosphodiesterase ou bien donc les analogues donc, AMP. Voilà, je vous remercie.